7h41, l'invité des matins jusqu'à 9h, l'écrivain et essayiste David Grossman. Bonjour David Grossman. Bonjour. Vous venez nous voir en France, à Paris en ce moment, pour notamment parler de votre nouveau livre, Une femme fuyant l'annonce, publié aux éditions du Seuil. Je vous signale, au cas où vous ne le sauriez pas encore, mais je crains que vous le sachiez déjà tout de même, que votre livre fait partie de la sélection des livres préférés des rédactions de France Culture et de Télérama pour cette rentrée littéraire. Je précise également que vous allez parler dans une langue que je ne sais pas encore laquelle, si vous allez choisir l'hébreu ou l'anglais, mais quoi qu'il arrive, nous sommes avec Michel Zlotowski pour vous traduire et nous savons que nous sommes ainsi en paix. Ora est séparée de son mari depuis peu. Ora, c'est le nom de cette femme qui va décider de quitter Jérusalem après le départ volontaire de son second fils, Ofer, pour une opération militaire contre un village palestinien. Et elle va retrouver, lors de cette évasion vers la Galilée, un amour de jeunesse, Avram, et va ainsi fuir de pas en pas, de caillou en caillou, de chemin en chemin, d'arbre en arbre, l'annonce de la mort de son fils, avec cette idée fixe: si on ne peut m'atteindre moi pour me dire que mon fils est mort, alors mon fils ne sera pas mort. C'est un très beau livre sur la peur de la mort, mais sur également l'amour, la façon dont une femme va, rencontrant ce premier amour de jeunesse, qui est le père d'ailleurs de ce fils, va aider à reconstruire un homme qui lui fut détruit lors d'une autre guerre plus ancienne et qui était torturé. Cet homme, c'est Avram. Alors, David Grossman, c'est un livre ici, qui est défendu par Laura Adler il y a une semaine, extrêmement émouvant, qui nous a évidemment beaucoup touchés. Nous allons en parler dans la première partie. Nous essaierons avec vous aussi de comprendre la situation et l'actualité israélienne. Il faut faire une précision, et nous en resterons là, sauf si vous voulez en parler davantage, mais il faut faire une précision tout de même, c'est que, en fait, ce livre, donc, vous l'aviez, vous, largement commencé avant d'apprendre vous-même le décès de votre fils lors d'une opération militaire en Israël. Est-ce que tout de même, la genèse de ce livre correspond à ce que fait Ora, qui était d'écrire une histoire pour conjurer éventuellement l'annonce de la mort d'un proche? Boker Tov, shalom. D'abord, bonjour, bon matin. J'ai commencé à écrire ce livre 3 ans et 9 mois avant que Uri, mon fils, ne tombe au Liban. Je l'ai écrit entre autres parce que je voulais l'accompagner dans mon chemin, dans l'écriture, autant que faire se peut, pendant que lui servait sous les drapeaux. Ora, l'héroïne du livre, dit qu'elle espère que les mots peuvent protéger son fils. Je ne croyais pas vraiment que les mots puissent empêcher une bombe, un obus ou des balles d'atteindre qui que ce soit. Mais j'ai tenté d'être avec lui autant que je le pouvais, de la façon la plus concrète pour moi, c'est-à-dire par l'écriture. On pourrait dire que votre livre, y compris dans sa dimension la plus dramatique, fait appel à une sorte de pensée magique. Mais comme vous aimez beaucoup jouer avec les contradictions de chacun des êtres humains que forme cette planète, il y a tout de même, si on lit bien votre livre, page 604, l'idée justement que d'écrire un livre comme ceci, ou de raconter sa vie à quelqu'un pour essayer de conjurer encore une fois une mauvaise nouvelle, ne servent à rien. On lit page 604, et si le récit de la vie de Ofer amenuisait ses chances de survie? C'est là toute la contradiction, évidemment, du projet d'Ora. Mais Ora, elle croit que lorsque son fils se trouve face à une action violente, face à la guerre, à une guerre très dure, il y a une chose qu'elle peut faire, et c'est raconter l'histoire de sa vie à lui. Elle ressent un besoin instinctif
maternel de revenir et de remplir d'une vérité tous les petits détails infimes de sa vie à lui. Et ainsi, elle marche en Galilée, dans le nord d'Israël, avec Avraham, qui est l'amour de sa vie. Et lentement, on découvre qu'il est lié, qu'il est très lié à Ofer, le fils qui est parti à la guerre. Et elle lui raconte les petits instants à partir desquels on construit un homme, sur les moments intimes où elle l'allaitait, où elle n'était que elle avec Ofer. Elle le regardait pendant qu'elle l'allaitait. Et véritablement, elle ressentait que son image devenait scellée dans ses yeux à lui. Qu'elle donnait d'elle-même une image éternelle où elle ne serait plus jamais aussi belle qu'elle l'était. Lorsque, pour la première fois, l'enfant passe d'un petit être rampant à un être debout sur ses deux jambes, et à ce moment-là, la perspective change pour cet enfant, ou les moments où elle l'aidait à faire ses devoirs de maths, par exemple. Tous ces milliers de petits instants de bonne volonté, d'amour et d'échec, par lesquels on crée un homme, on fait un homme, eh bien, elle pense que par cette histoire, elle renforce Ofer, elle lui donne véritablement un poids supplémentaire dans le monde. Elle donne un poids supplémentaire à ce fils dont on n'apprendra jamais dans le livre réellement la mort, la disparition, et de fait, elle reconstruit un homme. Ce qui est extraordinaire dans ce personnage de Dora, c'est qu'elle semble correspondre à toutes les autres significations du prénom de ce fils qui va disparaître, Ofer. Il est dit dans le livre à un moment que ce prénom israélien, Ofer, a des consonances qui font rappeler que ça peut être le offer d'anglais, de offrir ou de douceur. Et c'est ainsi que dans le livre de la perte et de la douleur, on a le sentiment que vous avez voulu écrire un livre qui, par-dessus le drame absolu de perdre, encore une fois, un être cher, un proche, un fils, est un livre de l'offrande. Merci beaucoup de cette manière que vous avez eue de lire mon livre. Tout d'abord, ce livre, comme vous l'avez dit, Marc, la fin reste ouverte. J'aime bien les livres qui se terminent ainsi de façon ouverte. Donc le livre continue de vivre dans l'esprit du lecteur. Et c'est en fait le lecteur lui-même qui termine le livre, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui est arrivé à Ofer. Je voudrais dire que le nom Ofer en hébreu, c'est aussi un jeune fan. Et c'est, si vous voulez, en fait, c'est l'animal qui a été pris dans le buisson lorsque Abraham s'apprêtait à sacrifier Isaac. C'est aussi le matin, dans une autre définition, enfin dans un autre mot qui se rapproche, Boker. Non, pas vraiment, non. Ah ben je me suis trompé alors. Mais je vais continuer à vous donner quelques petits cours d'hébreu hors antenne. J'en ai besoin. Alors, comment avez-vous procédé, cela dit, alors pour l'écriture de ce livre? Parce que on sent évidemment une construction extrêmement élaborée. Et pourtant, il se lit effectivement comme on marche au bord d'un chemin. C'est un très gros livre, ce qui pourrait paraître au départ comme ça un peu inquiétant. Comment va-t-on arriver au bout? Et on a le sentiment que dans l'écriture, pour supporter ce qui par moments, au fond, participe aussi d'une sorte de folie de cette femme, dans l'obstination à ne pas vouloir voir la vérité en face, il faut jouer avec toutes les humeurs d'un personnage que l'on crée, cette femme, et celle du lecteur. Savoir aussi se promener le bord du chemin, être perdu par moments, ne pas très bien savoir où on se trouve, s'ennuyer presque un peu, avant de revenir à nouveau, haletant, avec elle, sur telle ou telle destination. J'ai voulu que ce livre raconte à la fois
sur les grandes occasions de la vie, par exemple la guerre, l'occupation, la terreur, la peur. Mais je voulais aussi qu'il raconte la vie d'une famille. Moi, véritablement, je suis enchanté par la vie des familles. Je pense que les grands moments de l'histoire de l'humanité ne se produisent pas dans les palais, ni dans les grands parlements, mais se produisent en fait dans les chambres à coucher, dans les cuisines. Et il y a beaucoup de chambres à coucher dans ce livre. Beaucoup de pénombre. Mais il y a aussi beaucoup de chambres d'enfants. Je voulais raconter à ce qui arrive à une petite famille qui se trouve dans une situation tellement brutale et comment la brutalité change peu à peu cette famille. Et je voulais également donner cet aspect physique d'Israël, les paysages, la beauté, le côté dramatique du paysage galiléen, la bonté de la nature en Israël, la générosité de la nature. Et j'ai franchi moi-même ce chemin. Il y a un chemin qui passe du nord d'Israël jusqu'au sud, environ 1000 kilomètres en marchant. J'en ai fait un petit peu plus de la moitié, à pied. Et lorsque on est au sein de la nature et qu'on est dans un endroit qui soudain est libéré de tout symbole, si vous voulez, nationaux, de tous les symboles du conflit, on a soudain un point de vue différent sur la vie en Israël, sur le sens de vivre toute sa vie au sein d'une guerre. Et on comprend à quel point on est face à des peuples, face à des peurs, à des craintes. Et on a soudain ce privilège unique d'être simplement une créature vivante sur cette terre. Une créature vivante que parfois, justement, l'actualité en général et les accidents de sa propre vie peuvent faire changer et questionner du tout au tout sur le sens de la vie. Il y a aussi des moments très importants, dans votre livre. Il y a cette phrase « Je pensais que ce qui était assez bon pour tout un pays était assez bon pour mon fils ». Mais c'est ce qui se produit lorsque Ofer découvre soudain à quel point il y a peu d'Israéliens et à quel point il y a de nombreux ennemis d'Israël dans les pays aux alentours d'Israël. C'est un fait qui peut faire peur. On peut découvrir soudain qu'en Israël, au moment où il était enfant, il y avait en tout et pour tout 4 millions d'habitants et qu'Israël était entouré de 300 millions de musulmans. Et il comprend que ces musulmans sont des adversaires d'Israël, des ennemis d'Israël. Et il est pris de panique, cet enfant. Je crois que c'est quelque chose qui arrive à chaque enfant israélien. Et dans une certaine mesure, c'est la peur existentielle d'Israël. Comment est-ce qu'on peut tenir le coup lorsque les rapports de force sont tels, les rapports de chiffres sont de cette grandeur? Et Ofer, par exemple, essaye de fuir cette réalité et décide qu'il est anglais. Voilà, il veut qu'on l'appelle John, et il parle on dirait un franc-breu ou un franglais. Et donc quelqu'un que personne ne hait et que personne ne veut combattre. Ora, lorsqu'elle tente absolument tout pour le calmer, elle l'emmène à un endroit où il y a une exposition de tanks, de chars d'assaut. Et il regarde les chars et il est très ému. Il dit « Ah, tout ça c'est à nous. On a une telle force, une telle puissance. » Étrangement, ça le calme. Et donc, Ora raconte à Avram, elle dit « Je sais que c'est idiot, je sais que c'est simpliste, mais j'ai senti que ce qui était bien
Pour un peuple entier, c'était bon aussi pour mon enfant. Elle le dit avec beaucoup d'ironie, on en parlera peut-être un peu après, avec son rapport à la force et la façon dont Israël doit gérer ses affaires au Proche-Orient. Mais bon, le fait qu'il y ait une telle puissance, c'est un fait qui a calmé le petit Ofer quand il avait 4 ans. Et nous parlerons encore bien sûr de tout cela avec vous dans la seconde partie des matins de France Culture. David Grossman, je rappelle que vous êtes parmi nous jusqu'à 9h et que vous publiez donc Une femme fuyant l'annonce, roman de la rentrée que nous avons énormément aimé ici et qui paraît aux éditions du Seuil à tout à l'heure. Et pour l'heure à 7h56, nous retrouvons le toutologue Philippe Meyer. Bonjour Philippe, je vois qu'en kabyle on s'agite, on me fait des signes. Vous me dites, camarades, sinon nous continuons avec David Grossman. Si on peut me donner une information, éventuellement, je serai preneur. Alors écoutez, tant qu'il n'y a pas Philippe Meyer, je voudrais savoir, David Grossman, est-ce que on me dit que c'est bien alors, on peut y aller ou pas? Non. Alors, David Grossman, le personnage d'Ora, est-ce que vous avez pensé ou pas à des personnages de la littérature, du cinéma, des héroïnes, comme on dit, même si parfois le terme est un peu ridicule, qui ont nourri ce personnage. Moi, j'ai pensé beaucoup, notamment, et dans la structure même, à Ingrid Bergman dans Europe 51, de Roberto Rossellini. Une femme qui, elle, apprend la mort de son fils, le suicide de son fils, et qui décide de partir et de se consacrer aux autres jusqu'à découvrir une sorte de sainteté et d'être reconnue par les pauvres et les damnés de la terre et d'être du coup condamnée par les autres qui la trouvent folle. Est-ce que vous avez eu ça en tête ou pas du tout? Ou d'autres figures? Non, je n'avais pas ça en tête. Ingrid Bergman, non, pas vraiment. En fait, je ne pense pas à des personnages créés par d'autres auteurs. En fait, je regarde très près de moi, je regarde mon épouse, ma femme, je regarde des gens que je connais, je les regarde de très près. J'essaye de créer un personnage à partir de plusieurs personnes que je connais. Il m'était important que le personnage principal soit une femme, parce qu'une partie tellement importante du livre est centrée sur la création d'un enfant, sur le fait d'élever un enfant. Je pense que le premier lien des humains, c'est l'enfant, c'est ça. J'ai pensé qu'un homme ne fuira jamais cette annonce. En fait, il jouera le jeu avec l'organisme armé, avec l'organisme national. Mais en fait, une femme, la plupart des femmes que je connais, il y a un certain scepticisme vis-à-vis de tous les grands systèmes, les systèmes étatiques, les systèmes gouvernementaux, l'armée, la guerre. Et donc, seule une femme pouvait faire cet acte extraordinaire, fuir l'annonce. Eh bien, tout d'abord, je voudrais saluer un collègue, car votre premier job, David Grossman, c'était la radio. Pendant un quart de siècle, vous avez tâté de tous les métiers de micro, comédien, reporter, auteur de pièces radiophoniques et animateur. Vous fûtes même en Israël une espèce d'équivalent de Marc Voinchet, puisque vous avez animé pendant plusieurs années la matinale sur la radio publique de Jérusalem. Et puis patatras, un beau matin de 1988, vos reportages, jugés trop engagés dans les territoires occupés, vous ont valu le licenciement sur la pression du ministère de la Sécurité. À cette époque, votre œuvre littéraire vous avait déjà rapporté la renommée, vous étiez devenu la grande conscience de la gauche israélienne. Situation difficile aujourd'hui, dans un pays où la gauche a été pratiquement anéantie lors des dernières élections. Je rappelle qu'à eux deux, les travaillistes et le Meretz ont obtenu moins de 13% des voix en 2009. Difficile aussi de continuer à batailler pour le processus de paix comme vous le faites, alors que depuis la seconde intifada, la guerre du Liban de l'été 2006, l'opération Plomb durci à Gaza en 2008, sans oublier l'érection du mur de séparation, eh bien le chemin d'une réconciliation entre Israël et les Palestiniens semble barricadé comme jamais. Difficile surtout de maintenir une barrière étanche entre vie privée et vie publique lorsque la fiction, qui est au cœur de votre dernier roman, dont on parle depuis le début de cette émission, Une femme fuyant l'annonce, est rattrapée par une réalité atroce qui vous frappe
personnellement. Mais le fait est que si, en tant que citoyen, vous passez pour athée, rationaliste et progressiste, en tant qu'écrivain, j'estime que c'est une autre affaire. Je ne sais jusqu'où vous suivez votre cher Bruno Schulz dans sa manière d'explorer par la littérature les potentialités inexplorées du temps et de la matière, les autres mondes possibles, les virtualités secrètes que la réalité ménage aux esprits curieux, mais je sais que vous considérez la littérature comme un grimoire dont les formules protégeraient de la bêtise du monde. Durant la première guerre du Liban, quand vous serviez dans Tsahal, vous avez dévoré chapitre après chapitre les promesses de l'aube de Romain Gary, perché sur le toit d'une maison, persuadé que tant que vous liriez, il ne pourrait rien vous arriver de fâcheux. C'est la même pensée magique qui pousse Aura, l'héroïne de votre roman, à fuir l'annonce. Dans votre œuvre entière, tout fait signe. On y trouve des prémonitions étranges, des coïncidences troublantes, bref, des hasards objectifs. Ainsi, dans Le sourire de l'agneau qui date de 1983, un soldat israélien nommé comme votre défunt fils Ouri devient l'ami d'un conteur arabe dont le fils est tué par Tsahal. De Ouri, votre fils, vous dites: c'était un homme qui croyait à des valeurs. Au cours des années récentes, ce mot « valeur » a été ridiculisé. Ce n'est pas cool d'avoir des valeurs ou d'être humaniste ou d'être sensible à la détresse d'autrui, même s'il s'agit de votre ennemi. David Grossman, estimez-vous que ce constat pessimiste, vous le feriez aujourd'hui? Diriez-vous que les choses sont en train de changer? David Grossman, et je rappelle traduit par Michel Zlotowski. David Grossman. Je suis ni pessimiste, ni optimiste, je suis réaliste. Je suis dans la réalité. Bien sûr, une vie qui se poursuit dans la guerre, dans une crainte perpétuelle. Évidemment, cela produit une baisse des valeurs. Il est beaucoup plus simple d'être cynique dans une situation telle que celle-là. Et en fait, ça fait plaisir d'être dans le désarroi. Il y a une certaine attirance pour le désarroi. Je vois comment des gens deviennent quasiment impotents par manque de pouvoir faire quelque chose. Je vois une société autour de moi paralysée et qui fonctionne contre ses propres intérêts. Tout ce que je fais dans mon écriture et dans mon activité politique, au cours de mon activité politique, c'est une tentative de montrer que nous n'avons pas l'obligation d'être paralysés. J'essaie de démontrer qu'il y a toujours une alternative, il y a une autre façon de faire, que même dans des situations humanitaires les plus difficiles, les plus dures, l'homme a une possibilité de décrire à nouveau la situation pour pouvoir fonctionner de façon individuelle, autonome. Il me semble d'ailleurs que je pourrais parler des dernières informations, ce qui se passe actuellement en Israël. Cette contestation populaire, eh bien, c'est le premier signe positif depuis de très nombreuses années. C'est un sentiment que Israël, en tant que société, se retrouve. Elle revitalise ses valeurs fondamentales en tant que culture, en tant que peuple. Par exemple, la solidarité, l'engagement, la responsabilité collective. Ce sont des valeurs qui, pendant de très nombreuses années, ont été poussées, mises de côté. On les avait oubliées. Et on a pu voir une société endormie. Et bien maintenant, cette société se réveille. Oui, mais alors justement, David Grossman, pour peut-être évoquer justement ces aspects de l'actualité, résumé de la situation, on sait que depuis le mois de juin, il y a des révoltes qui ont éclaté contre la hausse du prix du carburant, la flambée des prix du fromage blanc, par exemple, qui est un aliment central pour les classes modestes à l'Israël.
que 300 000 personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv le 6 août dernier, que samedi dernier, 3 septembre, 460 000 Israéliens sont à nouveau descendus dans la rue, dont 350 000 à Tel Aviv. Alors évidemment, ça et là, on entend des voix qui disent ce serait bien que les Israéliens descendent dans la rue, non pas pour protester contre le prix du fromage blanc, mais pour peut-être faire accélérer éventuellement la question du processus de paix et qui sait, d'ici le 23 septembre, l'appui de la reconnaissance par l'ONU d'un État palestinien. En fait, vous avez posé deux questions. Une sur la contestation et l'autre sur la création d'un État palestinien. Je vais répondre, si vous voulez bien, dans l'ordre. Je vous en prie, David Grossman. Vous avez raison. Les Israéliens manifestent en foule en raison de la situation économique et c'est merveilleux qu'il y ait ce réveil. Il est vrai que pour mener à une manifestation en ce qui concerne l'occupation, contre l'occupation, etc., vous savez, moi, ça peut me prendre des semaines et des semaines pour appeler à une manifestation et puis bon, j'aurai 1000 personnes. C'est pour ça que je suis vraiment très très jaloux de voir la réussite de ces manifestations auxquelles j'ai pris part évidemment. Je voudrais éclaircir ce point. Israël, depuis 1968, depuis 1967, on n'a pas ressenti de sentiment de solidarité, d'union. Depuis cette époque-là. Pour l'instant, ce qui se passe, les Israéliens voudraient ressentir ces sentiments-là. C'est une façon d'arriver à la guérison. On voudrait ressentir de nouveau des sentiments qui avaient été mis de côté pendant des années. Au cours de 44 années, il y a eu une polarisation, une coupure au sein de cette société. Pendant 4 décennies, les camps étaient ennemis en Israël. Et soudain, il y a un sujet autour duquel ils peuvent s'unir et se souvenir qu'ils font partie du même peuple, qu'ils sont un peuple. Et un État comme Israël a un besoin extrême de ce sentiment de solidarité totale, parce que Israël vit dans une situation de problème existentiel. C'est le premier pas qui va mener peut-être par la suite également à une pensée politique et à une action politique. Sans ce pas, ce premier pas, on ne peut pas arriver à quelque chose de politique. Et puis vous avez posé la question sur la création de l'État palestinien dans 3 semaines environ. Oui, c'est aux alentours du 21, 22, 23 septembre. 23 septembre. Oui, c'est très proche en fait. Je sais que la direction, le gouvernement en Israël en a très peur et s'y oppose. À mes yeux, c'est un pas important. Il est à espérer qu'Israël soit le premier pays à reconnaître l'État palestinien. Parce que je crois que la fin... C'est la pensée magique, ça. C'est la pensée magique, ça. Non, 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 c'est une pensée extrêmement réaliste. Les Palestiniens sont un peuple, ils ont besoin de leur État. Le temps est arrivé pour qu'ils puissent vivre leur vie, qu'ils construisent leur population, leur peuple, qu'ils vivent une vie de dignité sans être à l'ombre de l'occupant israélien, qu'ils puissent élever leurs enfants sans avoir peur. Et j'espère qu'Israël va reconnaître ce fait. En tant qu'Israélien, en tant que Juif, je pense que ça sera au bénéfice d'Israël également. Ça permettra à Israël de vivre sa vie et non pas une vie de pays occupant. Je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Je ne pense pas que le jour d'après la création de l'État palestinien, il y aura une nouvelle réalité. Je ne crois pas à ça. Mais lentement, pas à pas, arrivera la compréhension que Israël
pays démocratique occupe un autre pays démocratique. Et ça, c'est une situation que le monde ne pourra pas accepter. Brice Couturier ? Israël traverse une mauvaise passe. On en parle peu ici, mais il y a la rupture des relations diplomatiques avec votre allié traditionnel turc, le rappel des ambassadeurs, c'est très grave. Il y a le fait que l'ambassade d'Israël en Égypte aujourd'hui est en train d'être murée. Il y a l'Assemblée générale, vous le disiez Marc Blanchet, de l'ONU qui s'apprête à reconnaître la réalité légale d'un État palestinien. Et puis il y a la montée des demandes de boycott dans le monde démocratique, soi-disant allié d'Israël, qui se multiplient, comme cet appel incroyable signé par des musiciens britanniques qui vise à interdire le Royal Albert Hall, dans le cas des Proms, à l'Israël Philharmonic Orchestra. Vous, en tant qu'opposant résolu au gouvernement de Benjamin Netanyahou, est-ce que vous vous en inquiétez de cette montée des hostilités envers Israël en tant que citoyen israélien, ou est-ce que vous vous en réjouissez en tant qu'opposant résolu au gouvernement actuel? David Grossman. Non, je suis très très mécontent de cela. En tant que quelqu'un qui est inquiet de l'avenir de l'État d'Israël, je veux qu'Israël soit reçu dans le concert des nations en tant que partie prenante. Je suis tout à fait opposé à un boycott d'Israël. Non, je suis un homme de dialogue. Je crois qu'on peut en avoir plus par l'intermédiaire d'un dialogue que par l'intermédiaire d'un boycott. Non. Je crois qu'il doit y avoir une implication plus profonde des États-Unis et de l'Europe dans une intermédiation entre nous et les Palestiniens. Je dois dire que beaucoup des pays qui boycottent Israël sont en fait des pays qui commettent des crimes contre l'humanité, qui ne sont pas plus petits ou moindres que ceux que l'on pourrait reprocher à Israël. Que font ou qu'ont fait les Britanniques, les Américains, en Irak, en Afghanistan? Ce sont des choses véritablement qui soulèvent le dégoût. Donc, de quel droit viennent-ils critiquer Israël? Mais j'espère que toute personne capable de le faire, toute personne qui ait une crédibilité aux yeux des Israéliens et des Palestiniens, fera tous les efforts possibles pour jouer les intermédiaires entre nous et les Palestiniens. Parce que les Israéliens et les Palestiniens sont paralysés. Ils sont incapables de produire une nouvelle initiative. Ils n'ont pas la force d'âme de surmonter les forces fondamentalistes, extrémistes, pour surmonter ces forces-là et faire passer ce pas qui doit être fait pour qu'on puisse faire redémarrer le processus de paix. Leïla Takli. Oui, je voulais revenir au livre et je voulais évoquer. Je dois dire que ce livre m'a beaucoup émue et il y a un autre livre de vous, David Grossman, qui a été très important pour moi, qui s'appelle Les Exilés de la Terre Promise, que j'entendais un peu en écho en lisant ce livre, qui est pourtant très différent. Et ce qui les lie, je pense, c'est cette façon que vous avez d'arpenter le territoire et d'essayer de tracer à pied, en marchant, les contours d'un pays. Ce que vous venez de dire sur les manifestations aujourd'hui en Israël rejoint un peu ça, me semble-t-il, puisque ce que vous dites sur le fait de faire société en Israël, c'est-à-dire de retrouver une société, c'est un peu ce que vous essayez de faire, y compris en essayant de comprendre qui sont les oubliés, qui sont les déserteurs de cette société-là. Et au fond, vous avez dit 2 fois, je crois que vous étiez réaliste, et en réalité, vous êtes effectivement extrêmement réaliste, mais bien au-delà d'Israël, me semble-t-il. Et ce que vous dites concerne non seulement Israël, mais aussi les États démocratiques aujourd'hui dans le monde. Je voudrais, dans le texte, on voit souvent les marcheurs buter sur des frontières, sur des choses qu'ils sont obligés de traverser, de passer, de franchir. Et il me semble que c'est une des figures des démocraties. Alors, tout à l'heure, Brice Couturier, vous avez dit emmuré, mais surtout encerclé aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous pensez, comme moi, que Israël est une des formes de l'avant-garde d'une démocratie qui n'arrive plus à être une démocratie sociale, qui n'arrive plus à prendre en compte sa société elle-même? David Grossman. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de ce que vous avez dit de mon livre,
de mes livres. Israël, c'est une sorte de miracle. C'est-à-dire qu'après 2000 ans où les Juifs ont vécu en diaspora, dispersés dans le monde entier, sont revenus à leur patrie historique et ils y ont créé une démocratie. Pourquoi est-ce un miracle? Parce que la plupart des Juifs qui sont venus en Israël ne savaient rien des démocraties. Ils sont venus de pays comme la Russie, le Maroc, l'Égypte, l'Irak, la Roumanie, où ils n'avaient jamais entendu parler de démocratie. Et en Israël, il a été créé une démocratie depuis 1948, depuis qu'Israël a été créé en tant que démocratie. 62 autres pays ont été créés, se sont proclamés démocratie. Mais il me semble que seule l'Inde est restée démocratique. C'est tellement facile de perdre la démocratie, principalement quand on vit en Israël, avec des guerres sans cesse dans une situation économique terrible, lorsqu'il y a des millions de nouveaux immigrants qui viennent dans ce pays. En dépit de tout, Israël s'est entêté pour rester une démocratie. Et à mes yeux, c'est le secret de sa puissance, de sa force. Le problème, c'est qu'il est impossible de rester véritablement une démocratie lorsque, en même temps, on occupe un autre peuple. C'est impossible. On ne peut pas avoir une double comptabilité de la sorte. En Israël, on est démocratique, égalitaire, et on donne tous les droits. Et puis qu'en même temps, dans l'arrière-cour, qu'il y ait un régime d'occupation et d'apartheid. Ce n'est pas possible. Cela infuse, cette occupation se diffuse à l'intérieur des systèmes internes du pays en tant que société. Et d'une certaine manière, ça a produit également cette distorsion économique et sociale contre laquelle les Israéliens manifestent aujourd'hui. Donc, cette façon inégalitaire, ce manque de dignité humaine, c'est transféré des territoires occupés en Israël. Et c'est contre cela que nous luttons. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important que cette occupation se termine en tant que juif, en tant qu'israélien. Je veux vivre dans un pays libre. Je ne peux pas être libre pendant que j'occupe quelqu'un d'autre. Raphaël Antoven. Oui, je voudrais revenir juste un instant sur le fait, vous poser une question, mais d'abord juste rappeler quand même à tous ceux qui seraient tentés, au nom du bien, par l'hypothèse du boycott des produits israéliens, qu'une conscience, un auteur, un écrivain, un ami du genre humain comme David Grossman, dont les propos sont incontestables, s'oppose au boycott, est en soi extrêmement intéressant. Il faut le rappeler, il faut insister là-dessus. Le boycott éventuel des produits israéliens n'est pas dicté par de la politique, mais par un refus de principe. Le sentiment de principe au fond que l'existence de cet État est illégitime. Et ce sentiment est battu en brèche par l'émergence de la société civile à laquelle on assiste aujourd'hui dans ces manifestations et la solidarité qui doit se nouer d'ailleurs à l'échelle mondiale. Voilà. Mais ma question n'était pas celle-là, c'était juste une remarque. Ma question était tout à l'heure que Brice Couturier a parlé de la promesse de l'aube de Romain Gary. Or, dans la promesse de l'aube, Romain Gary décrit notamment le lien évidemment qui unit le narrateur à sa mère et le fait que sa mère, pendant qu'il part à la guerre, lui écrit à l'avance toute une série de lettres parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Il reçoit ces lettres, il continue de recevoir ces lettres jusqu'à la fin et quand il arrive à la gare, il s'attend sans y croire à la voir sur le quai. En réalité, elle n'est pas là, elle est morte depuis plusieurs années. Et Gary, à un moment, fait sentir que ces lettres ont un ton un peu impersonnel, étrangement impersonnel. On comprend que le narrateur sait à cet instant que ces lettres-là sont des lettres écrites par une morte, sont des lettres d'outre-tombe. Et la relation est inversée ici. Et je voulais savoir tout simplement si vous aviez en tête ce livre pour décrire une fuite qui n'est pas un déni, une façon d'avancer dans l'existence qui n'est pas une façon de lui tourner le dos. David Grossman, traduit par Michel Zlotowski. C'est une question extrêmement intéressante, Raphaël. Tout comme Brice et vous, Raphaël, l'avez dit, le livre de Romain Gary a été un livre qui m'a été extrêmement important dans mon adolescence et ma jeunesse. J'étais soldat pendant la première guerre du Liban et chaque jour, avant la fin de la journée, je montais sur un toit avec mon
mon dos tourné vers le village arabe, le village libanais, et je savais qu'il y avait des tireurs embusqués là-bas. 7 personnes qui m'étaient proches sont mortes, ont été tuées pendant cette guerre. Et en dépit de cela, je croyais que pendant que je lisais ce livre, un livre que j'adore, de Romain Gary, cela me protégeait. Ça me protégeait parce que ça crée un lien entre moi avant la guerre, avec moi pendant la guerre, l'homme que j'étais avant, en dehors de la guerre, et celui que j'étais pendant la guerre. Lorsqu'on se trouve dans une situation de guerre, comme nous le sommes tous en Israël, parfois il est difficile de se souvenir qu'il existe une autre réalité. Il est difficile de trouver des sources d'énergie, de vie, de vitalité qui vous permettront de survivre dans une autre réalité. Ce livre, Une femme fuyant l'annonce, pour moi, ça a été une tentative de me souvenir au nom de quoi nous luttons. Ce n'est pas un livre sur la mort, ce n'est pas un livre sur le deuil, c'est un livre sur la globalité de la vie, sur le positif, sur le voltage et l'électricité, le dynamisme spirituel que nous avons en Israël. Je crois qu'il y a peu d'endroits dans le monde où il y a un lien tellement fort entre la peur de la mort, cette peur existentielle et cette vitalité telle qu'elle existe en Israël. Je crois que je suis véritablement addict. Je suis addict à ce mélange. L'écriture de ce livre, c'était pour moi une façon de me sortir de notre paralysie collective en Israël, pour me souvenir qu'il existe une alternative, que nous ne sommes pas condamnés à être les victimes d'une situation donnée, que, à certains moments, les sentiments fondamentaux d'amour, de curiosité de l'un envers l'autre, que nous pouvons véritablement nous sauver. David Grossman, 8h42 sur France Culture, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel à l'attention de l'invité du sujet du jour. Thomas, vous êtes allé voir pour David Grossman quelques blogs de ci, de là. Oui, un blog, celui d'Alain Grèche, directeur adjoint du Monde diplomatique, spécialiste du Moyen-Orient, avec cet article intitulé « Israël, État juif ». Lors d'une réunion à Bruxelles, c'était le 18 juillet dernier, Alain Grèche donc avait noté cette déclaration d'Alain Juppé. « Je pense, avait dit le ministre, que la mention d'un État juif peut poser problème, que je sache aujourd'hui en Israël. Il y a des juifs, mais il y a aussi des arabes. Par ailleurs, pour la France et pour beaucoup d'Européens, nous avons une vision laïque des États qui ne se réfère pas à l'appartenance à une religion. » Alors cette déclaration avait aussitôt déclenché une levée de bouclier des cercles pro-israéliens, tant et si bien que 2 jours plus tard, à Madrid cette fois-ci, le même Alain Juppé déclarait « La France a une position très claire, c'est qu'il n'y aura pas de solution au conflit du Proche-Orient sans reconnaissance de 2 États-nations pour 2 peuples, l'État-nation de Palestine pour le peuple palestinien et l'État-nation d'Israël pour le peuple juif. » Alors cette déclaration, elle a été saluée aussitôt en Israël, mais sans doute parce que les nuances des propos du ministre ont échappé aux commentateurs israéliens. Alain Juppé ne reconnaît pas Israël comme État juif, mais comme État-nation du peuple juif. Ce qui a l'avantage de son point de vue de ne pas avaliser une définition religieuse de l'État. Et pourtant, la définition de M. Juppé pose problème. La France, écrit Alain Grèche, est l'État-nation du peuple français, car tout citoyen né sur son territoire, pour aller vite, en fait partie. Cette définition ne se réfère à aucune définition ethnique ou religieuse des Français. Définir Israël comme l'État-nation du peuple juif revient, comme M. Juppé lui-même le faisait remarquer auparavant, à oublier la minorité palestinienne, soit environ 20% de la population. Et puis, plus généralement, poursuit Alain Grèche, le ministre semble sous-estimer la question de la définition du terme juif. Israël est aujourd'hui la seule démocratie qui opère une distinction entre citoyenneté et nationalité. Tous les titulaires de la citoyenneté ont en principe des droits égaux, mais seuls certains, les juifs, forment la nationalité. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'existe pas de nation israélienne séparée de la nation juive et qu'Israël n'est même pas l'État de ses citoyens juifs, mais celui des juifs du monde. Enfin, dernière remarque, conclut Alain Grèche sur son blog, au-delà du débat sémantique et politique, l'a priori de la position française est que les 2 parties, palestiniennes et israéliennes, veulent la paix.
Or, depuis des années, le gouvernement israélien a fait la preuve qu'il ne voulait pas d'une paix fondée sur les principes du droit international et qu'il invente à chaque étape une condition nouvelle pour conclure la paix. Et la dernière en date, quelle est-elle? Eh bien justement, la reconnaissance d'Israël comme État juif. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, un commentaire, une appréciation, David Grossman? It's a very complicated and sometimes even semantic question. C'est un débat complexe et sémantique. I moved to English because je vais passer à l'anglais I parce was que, translated to in English en fait, cette chronique m'a été traduite en anglais pour aller plus vite. Maybe it will be easier Ça sera peut-être plus facile de m'exprimer dans cette langue. Donc. Judaism is both Le judaïsme est à la fois religion, une religion, culture, une culture and nation. et une nation. This what creates this ambiguity. C'est ce qui crée cette ambiguïté. I think that the definition should be that Israel Je crois que la définition devrait être que Israël est l'État, la patrie du peuple juif, la nation juive. L'Égypte s'appelle depuis des décennies la République islamique d'Égypte et personne n'en discute, personne ne le conteste. Alors pourquoi est-ce qu'on nous attaque, nous, pour utilisation du mot juif dans notre définition nationale? Ma vision vise à la création de deux États. Israël, qui sera la patrie du peuple juif et qui contiendra une minorité de Palestiniens israéliens tels qu'ils le sont aujourd'hui, c'est-à-dire 1/5 de notre population. Et j'espère que lorsque les problèmes principaux avec le monde arabe viendront à leur fin, les Palestiniens israéliens auront une égalité complète comme ils le méritent. Et côte à côte avec Israël, il y aura la Palestine qui sera la patrie du peuple palestinien. Et les Palestiniens pourront revenir s'installer dans leur patrie, la Palestine. Je suis contre l'idée de ce que les Palestiniens appellent le droit du retour. On ne peut pas espérer que des centaines de milliers de Palestiniens qui, pendant des générations, ont été élevés et éduqués dans la haine et la diabolisation d'Israël, pourraient rentrer en Israël et devenir des citoyens productifs de cette entité qu'ils méprisent et qu'ils haïssent. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Et puisque nous sommes conscients de l'avenir de ces accords et que nous voulons avoir un État viable, les Palestiniens devront abandonner cette réclamation, tout comme les Israéliens devront abandonner, faire une concession, par exemple sur des parties de Jérusalem, ou de détruire des implantations. David Grossman, nous allons arriver quasiment au bout. Il y avait un petit très court, alors Lakli. Très courte intervention sur le fait que l'État, la République islamique d'Égypte, ne donne pas la nationalité à tous les musulmans du monde. C'est-à-dire, il y a une complexité qui va au-delà de ce que vous dites, mais je pense que c'est un débat très long et très compliqué. C'est-à-dire que les musulmans ont beaucoup de choix, les juifs en ont un peu. C'est-à-dire que les musulmans ont beaucoup de choix pour l'établissement dans lequel ils veulent s'installer, alors que les juifs n'en ont qu'un. Et puis il faut rappeler quand même dans le cas du peuple juif, une particularité, c'est les persécutions dont il a été victime, pas seulement en Europe, mais aussi dans les pays arabes. David Grossman. Je suis tout à fait d'accord. Le destin juif est tellement différent. L'histoire juive est tellement tragique et idiosyncratique dans l'histoire des peuples. Ce fait que la définition nationale, notre définition nationale, est différente des autres définitions nationales.